Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 31 mars. 32e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran rejette le récent plan de trêve proposé par les États-Unis, estimant qu'il contenait des exigences excessives, irréalistes et déraisonnables. Fermeture du détroit stratégique d'Ormuz. Donald Trump presse les pays ne l'ayant pas soutenu à acheter du pétrole américain à l'heure où le Qatar exige une décision collective quant à l'avenir du détroit. Dans sa folie génocidaire, l'entité sioniste approuve une loi autorisant l'exécution de prisonniers palestiniens, marquant un nouveau tournant dans la politique d'apartheid des autorités d'occupation. L'Algérie et la Serbie procèdent à la signature d'accords bilatéraux dans divers secteurs à la faveur de la visite de travail en Algérie effectuée par le Premier ministre serbe Duro Mačuta. Et puis le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Bruxelles pour une visite officielle en Belgique. Objectif, appuyer la dynamique renouvelée dans les relations algéro-belges. Bonsoir à tous. La situation sécuritaire en Iran s'est brusquement dégradée ces dernières 24 heures suite à une série de bombardements aériens américano-sionistes à Zanjan, dans le nord-ouest du pays. L'adjoint au gouverneur chargé de la sécurité a confirmé une frappe ayant visé un bâtiment administratif. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts et 12 blessés. Les autorités locales ont dénoncé une agression directe contre des infrastructures civiles et institutionnelles. En parallèle, une attaque d'une plus grande ampleur a touché la ville de Mahlat, située dans le centre du pays. Et je vous le disais en titre, l'Iran a rejeté le récent plan de trêve proposé par les États-Unis, estimant qu'il contenait des exigences excessives, irréalistes et déraisonnables. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqai, soulignant que la position de l'Iran était claire depuis le début et que le pays n'avait eu aucune négociation directe avec les États-Unis. Les documents qui nous ont été transmis sous diverses appellations, comme le plan en 15 points, contiennent principalement des demandes excessives, irréalistes et déraisonnables. La réunion que le Pakistan a tenue avec ses pays voisins constitue un cadre qu'ils ont eux-mêmes établi. Nous n'y avons pas participé. Il est réjouissant de constater que les pays de la région se soucient de la paix et de la sécurité. Notre position est claire. Une fois que nous aurons abouti à une conclusion, nous l'annoncerons de manière appropriée, car nous avons confiance en nous et nous savons ce que nous voulons. Pour sa part, le président américain Donald Trump a exhorté les pays n'ayant pas soutenu les États-Unis lors des attaques américaines contre l'Iran et qui se trouvent désormais dans l'incapacité de s'approvisionner en kérosène à acheter du pétrole américain et à se rendre dans le détroit d'Ormuz pour se servir tout simplement. Et le Qatar a indiqué que l'avenir du détroit d'Ormuz devait être décidé collectivement par les États de la région et les partenaires internationaux une fois la sécurité rétablie, car la voie navigable reste fermée, soulignant qu'aucune partie ne pouvait décider à elle seule du sort du détroit, qu'il a décrit comme étant partagé par tous les pays de la région. Le détroit d'Ormuz étant actuellement fermé en raison d'une opération militaire, nous ne souhaitons pas aborder pour le moment les conséquences de cette situation sur son avenir. Il appartient à l'ensemble de la région et à ses partenaires internationaux de décider collectivement de son avenir. Aucune partie ne peut décider seule. Ce détroit ne traverse pas les eaux territoriales d'un seul pays. C'est un détroit que nous partageons tous et par conséquent, cette décision collective devra être prise une fois la situation apaisée et la sécurité rétablie dans la région. Doha a aussi dénoncé les attaques répétées contre les infrastructures énergétiques comme un précédent dangereux menaçant la stabilité internationale.
Les installations énergétiques sont presque quotidiennement la cible d'attaques d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'un précédent très dangereux, car non seulement cette escalade et cette guerre nous exposeront à ce phénomène, mais cela constituera également un seuil critique et un coût inacceptable pour les futures escalades dans la région et au-delà, à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous appelons toutes les parties à s'abstenir de toute attaque contre les infrastructures civiles. Les populations de la région ne sont ni impliquées dans cette guerre, ni ses cibles, ni ses instigatrices. Elles doivent être protégées, notamment par la protection des infrastructures civiles. Pour sa part, Pékin a confirmé ce mardi que 3 navires chinois avaient traversé le détroit stratégique d'Ormuz ces derniers jours, après coordination avec les parties concernées. La Chine qui a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des hostilités afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région du Golfe. Suite à une coordination avec les parties concernées, 3 navires chinois ont récemment franchi le détroit d'Ormuz. Nous remercions les parties concernées pour leur assistance. Le détroit d'Ormuz et ses eaux adjacentes constituent des voies de passage internationales essentielles pour le commerce des marchandises et de l'énergie. La Chine appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des hostilités, afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région du Golfe. Et le gouvernement espagnol a lui réaffirmé ce mardi son opposition à la guerre en Iran, tout en soulignant que cette position n'avait pas affecté les relations avec les États-Unis, et réaffirmant aussi que l'Espagne n'autoriserait pas l'utilisation de ses bases militaires par des aéronefs impliqués dans des opérations en Iran. L'interdiction d'utiliser les bases de Rota et de Moran a été mise en œuvre dès le début de l'attaque en Iran. L'utilisation de ces bases était interdite exclusivement pour le soutien d'opérations en Iran. Cette décision ne constitue en aucun cas une rupture du lien transatlantique ni un abandon de nos responsabilités en matière de dissuasion collective et de défense de nos partenaires. Les bases restent opérationnelles et continuent de fonctionner à la seule condition qu'aucune action susceptible de soutenir ou de faciliter une guerre en Iran ne puisse en aucun cas y être menée. Pendant ce temps, l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit. Un Palestinien est tombé en martyr et d'autres ont été blessés ce mardi suite à une frappe des forces de l'occupation à Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne. Et le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a appelé à la protection de tous les civils palestiniens, citant des informations faisant état de frappes aériennes et de bombardements à Gaza, d'une fusillade mortelle par les forces de l'entité sioniste et d'attaques de colons en Cisjordanie occupée. Concernant le territoire palestinien occupé, nos collègues humanitaires d'OCHA ont reçu ce week-end des informations faisant état de frappes aériennes et de bombardements ayant touché des zones résidentielles à Gaza, ainsi que d'une fusillade mortelle perpétrée par les forces israéliennes et d'autres attaques commises par des colons en Cisjordanie. Ces incidents sont devenus fréquents et exercent une pression systématique sur les Palestiniens, les contraignant à quitter leur foyer et leur communauté. Nous rappelons à toutes les parties que les civils doivent toujours être protégés. Dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, le recours à la force létale doit être un dernier recours et les auteurs de ces attaques illégales doivent être tenus responsables de leurs actes. De son côté, le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a indiqué que des discussions étaient en cours en vue d'une enquête des Nations Unies sur la mort de plus de 390 employés lors de la guerre génocidaire menée contre la bande de Gaza. Je crois qu'il nous faut un groupe d'experts de haut niveau, une commission pour enquêter sur ces meurtres, mais pas seulement sur ceux de notre personnel, de l'UNRWA, mais aussi de l'ONU, car d'autres collègues ont également été tués.
Il nous faut aussi examiner la destruction massive et extraordinaire des locaux de l'agence ou de l'ONU à Gaza. Très peu de choses ont été mises en œuvre jusqu'à présent en ce qui concerne le maintien de l'ordre, la sécurité et le déploiement des forces de surveillance. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la population de Gaza? Autrement dit, davantage de misère. Cela ne fait aucun doute. On parle de cessez-le-feu, mais il ne s'agit que d'un cessez-le-feu de façade. Et je vous en parlais en titre. Dans sa folie génocidaire, l'entité sioniste a approuvé une loi autorisant l'exécution de prisonniers palestiniens, marquant un nouveau tournant dans la politique d'apartheid des autorités d'occupation qui perpétuent la discrimination à l'encontre des Palestiniens. Amal Amezian Zitouni. La Knesset a franchi une étape préoccupante en validant un projet de loi instaurant la peine capitale pour les Palestiniens condamnés lors de procès militaires pour des présumées attaques meurtrières. Cette disposition imposée par l'aile radicale de la coalition de Benyamin Netanyahou transforme ce qui était une exception juridique en une peine de référence au mépris des standards internationaux de justice. À Khan Younes, comme dans l'ensemble de l'enclave de Gaza, cette décision est accueillie avec une profonde consternation. Cette décision, l'arrestation des prisonniers, était déjà injuste au départ, sans parler de leur exécution. Pour nous, Palestiniens, la perte d'une si grande partie de notre peuple dans les prisons israéliennes est une véritable catastrophe. Alors imaginez, en tant que père, frère, épouse ou mère d'un prisonnier, apprendre que votre fils va être exécuté. Bien sûr, la détresse, la souffrance et la douleur de tout notre peuple s'accroissent à cause de cette décision. Le mot qui nous vient à l'esprit est non seulement injuste, mais aussi inéquitable, oppressive et douloureuse. Nous n'avons pas fait cela à leurs otages, nous n'avons pas exécuté leurs otages. De même que nous avons préservé leurs otages, ils devraient préserver les nôtres. Ces otages sont des êtres humains, pas des animaux qu'ils exécutent. Qu'adviendra-t-il de la mère d'un prisonnier lorsqu'elle apprendra l'exécution de son fils? Que ressentira la femme palestinienne? Cette mesure instaure un protocole d'exécution par pendaison devant intervenir dans un délai de 90 jours à compter du procès de la sentence, sans droit à la clémence. En ce qui concerne les prisonniers, les gens sont préoccupés par la guerre entre l'Iran et l'Amérique et par la situation dans le monde, si bien que les prisonniers ne sont pas mentionnés ni ne reçoivent d'attention en ce moment. Les Juifs ont donc profité de ce moment pour faire passer la décision d'exécuter des prisonniers, et c'est une loi injuste pour ces prisonniers. Ce dispositif législatif a suscité de vives condamnations à l'échelle internationale. Il intervient dans un contexte de tension accrue, marqué par la recrudescence des violences commises par des colons en Cisjordanie occupée et par le génocide en cours à Gaza, dont le bilan humain et humanitaire fait l'objet de critiques sévères au regard du droit international. Coopération algéro-tunisienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger le président du Conseil national tunisien des régions et des districts, Ahmed Terbali, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Une audience à l'issue de laquelle le responsable tunisien a relevé avoir échangé avec le président algérien sur les liens et les relations remarquables qui unissent l'Algérie et la Tunisie. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmadjid Tebboune. Ce fut en réalité une rencontre intéressante au cours de laquelle j'ai transmis les salutations de Monsieur le Président de la République tunisienne, Kais Saïed. Nous avons échangé sur les liens et les relations remarquables qui unissent l'Algérie et la Tunisie, et cette rencontre a été l'occasion de revenir sur plusieurs étapes importantes de la lutte partagée entre l'Algérie et la Tunisie. Nous avons également discuté de la mise en œuvre de la coopération et du renforcement des relations afin de servir au mieux nos deux peuples et nos deux pays frères. Le
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également reçu ce mardi le Premier ministre serbe Duro Masuc et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Holia Meddahi, du conseiller auprès du président algérien chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Lounis Magraman, et de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la Serbie, Mahrez Fatah. Auparavant, le Premier ministre algérien Sefir Lieb a co-présidé à Alger avec son homologue serbe Duro Masuc la cérémonie de signature d'accords bilatéraux dans divers secteurs. Cela concerne les secteurs des finances, de l'agriculture, de la poste et du tourisme. Les deux parties ont également signé un programme exécutif dans le secteur de la culture pour la période 2026-2028. Pour rappel, le Premier ministre serbe effectue depuis hier une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau. Et à l'issue d'entretiens avec son homologue serbe, le Premier ministre algérien Sefir Lieb a salué les liens historiques unissant l'Algérie et la Serbie qui remontent au soutien apporté par l'ex-république de Yougoslavie à la glorieuse révolution de libération. Les relations algéro-serbes ont toujours été caractérisées par la confiance, le respect mutuel et une amitié solide qui remonte au soutien apporté par l'ancienne République de Yougoslavie à la glorieuse révolution algérienne, ainsi qu'à sa solidarité avec le peuple algérien dans sa lutte pour se libérer du joug colonial, puisqu'elle fut le premier pays européen à reconnaître le gouvernement provisoire algérien. Ces relations historiques et profondément enracinées ont constitué une base solide et durable pour le développement de liens de solidarité, d'amitié et de coopération dès le lendemain de l'indépendance. Par ailleurs, Sefir Lieb a souligné l'importance de l'action commune pour promouvoir les échanges économiques et commerciaux bilatéraux qui demeurent faibles par rapport aux capacités des deux pays dans plusieurs domaines. Je tiens à souligner que le volume des échanges commerciaux et économiques entre nos deux pays reste modeste par rapport à leur potentiel et à leur capacité économique, ainsi que du point de vue des opportunités d'intégration et de partenariat qu'offrent les marchés des deux pays, lesquels doivent être exploités de manière optimale afin de développer les échanges commerciaux et de construire des partenariats fructueux et profitables, notamment à la lumière des réformes économiques engagées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui ont permis d'améliorer le climat des affaires et de stimuler l'investissement. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Bruxelles pour une visite officielle en Belgique. Cette visite a pour objectif d'appuyer la dynamique renouvelée que connaissent les relations algéro-belges ces derniers temps en vue d'établir un partenariat bilatéral plus dense, plus efficient et plus efficace. À cette occasion, Ahmed Attaf a affirmé que cette rencontre avait scellé la volonté de transformer les opportunités stratégiques en actions concrètes par un renforcement de la coopération bilatérale. Pour y parvenir, les deux parties misent sur la création d'une commission mixte, l'accélération des accords techniques et une intensification des échanges économiques. Notre rencontre d'aujourd'hui a offert une opportunité propice pour mettre en lumière les possibilités de coopération et de partenariat disponibles dans de nombreux domaines stratégiques. Ce sont tous des secteurs qui méritent d'être inscrits parmi les priorités de la coopération bilatérale à ce stade, dans le but de transformer ces perspectives prometteuses en réalisations concrètes. Nous avons convenu aujourd'hui de la nécessité de renforcer notre coopération bilatérale et son impact de manière plus efficace,
notamment par la création d'une commission mixte de coopération économique, la poursuite des négociations sur les projets d'accord en cours d'études, le renforcement des rencontres entre opérateurs économiques des deux parties dans le cadre du Conseil d'affaires mixtes, ainsi que l'encouragement des échanges de visites entre ministres sectoriels. Attaf a aussi souligné que l'Algérie prônait le dialogue et la diplomatie pour résoudre les conflits tout en traitant leurs causes profondes, appelant à une mobilisation mondiale urgente pour stopper la violence et stabiliser l'économie. Je tiens à renouveler l'appel de l'Algérie en faveur de l'usage du dialogue et de la diplomatie comme voie pour résoudre les différends entre les différentes parties en conflit. L'organisation a aujourd'hui plus que jamais besoin de désamorcer les tensions et les escalades et de mettre fin à la spirale de violence et de combat. Il est également nécessaire de travailler sérieusement à traiter les causes profondes qui persistent et qui expliquent l'absence de sécurité et de stabilité dans toutes ces régions et territoires. Dans la même perspective, le monde entier a aujourd'hui plus que jamais besoin de mobiliser ses efforts pour faire face aux failles sécuritaires et à l'hémorragie économique. Dans l'actualité également, la police espagnole a découvert un tunnel souterrain sophistiqué reliant le Maroc, équipé de rails, wagons et grues pour transporter du hashish dissimulé sous un entrepôt industriel à Tarajal, à Ceuta. Ce labyrinthe sur 3 niveaux permettait d'acheminer automatiquement la drogue vers l'Espagne. Les autorités ont saisi plus de 17 tonnes de hashish et 1,4 million d'euros en espèces et procédé à 27 arrestations. Ceuta et Melilla restent les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Et dans le conflit russo-ukrainien à présent et face à l'avancée rapide des troupes russes sur l'ensemble du front, Moscou a affirmé que Kiev devait accepter un cessez-le-feu immédiat, avertissant le président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'un retard dans cette décision aggraverait considérablement les conditions et le coût de la paix future. Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, D'après les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky que nous avons lues, aucune initiative clairement formulée concernant une trêve pascale n'a été formulée. Comme à son habitude, il a évoqué sa disposition et sa volonté de conclure un cessez-le-feu quel qu'il soit, y compris un cessez-le-feu pascal. Voilà ce dont parlait le président Zelensky. Nous le répétons encore une fois de plus, Zelensky doit assumer ses responsabilités et prendre la décision appropriée pour que nous parvenions à la paix et non pas simplement à un cessez-le-feu. Dans un autre contexte, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a indiqué que les plans américains visant à provoquer un changement de régime en Iran et au Venezuela avaient pour but d'obtenir un meilleur contrôle sur les ressources pétrolières et gazières, tout en dénonçant l'ingérence étrangère contre ces pays. Nous assistons aujourd'hui à des actions sur la scène internationale visant à perpétrer de facto des coups d'État, tantôt sous couvert de lutte contre le trafic de drogue, tantôt sous prétexte d'éliminer un régime qui, pendant 47 ans, n'a fait que se livrer au terrorisme international. En fin de compte, toutes ces actions sont liées à la nécessité de contrôler des ressources pétrolières et gazières toujours plus importantes. C'est à quoi nous assistons actuellement dans les relations au Moyen-Orient. C'est que ce sont précisément les États-Unis et Israël qui tentent d'empêcher cette normalisation entre l'Iran et ses voisins, voire d'opposer des membres du Conseil de coopération du Golfe à la République islamique d'Iran. Moscou a par ailleurs dénoncé une offensive globale de l'Occident contre l'émergence d'un monde multipolaire, BRICS et OCS, pour préserver son hégémonie.
Ce à quoi nous assistons actuellement laisse présager une escalade vers un conflit de plus en plus vaste, que certains qualifient déjà de nouvelle guerre mondiale. Nous avons également entendu de telles analyses de la part de nos collègues. En substance, non seulement la Russie, la Chine et les autres pays des BRICS et de l'OCS, mais aussi tous les centres de puissance et de développement plus ou moins indépendants deviennent la cible d'une opposition agressive de la part de ceux qui ont l'habitude de vivre aux dépens des autres et qui se considèrent comme l'hégémonie. Et le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, a annoncé ce mardi avoir neutralisé un suspect qui planifiait une attaque terroriste contre une entreprise de défense stratégique dans la région de Moscou. L'individu aurait agi sur ordre de Kiev. Il a été neutralisé au moment où il récupérait un engin explosif improvisé dans une cache située à proximité du site visé. Cette opération intervient peu après une autre annonce plutôt du FSB le 3 mars concernant une tentative d'attentat déjoué contre un haut dirigeant du secteur de la défense en Russie. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.